comme ça. Quand on discute, Ouais. alors, tout simplement, là, on va être loin, donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous sommes le dernier cours de la saison, mercredi 28 ça. juin. Dernier cours de la saison. Après, on va voir nos stages. Les formations continuent. Et je suis avec Yannick. Et Yannick qui est venu à la formation avec 30 kilos de plus. C'est ça, Ouais, 30 kilos. c'est ça qui est marrant. Je vous mettrai les photos. Et je vais lui demander, on est à peu près à la mi-formation, là, à moitié formation. On aurait dû commencer plus tôt, mais voilà, il y a eu des inconvénients. Et voir un petit peu comment tu as découvert d'ailleurs le club, la formation, comment tu as découvert ça et qu'est-ce qui t'a poussé à venir, à t'impliquer, on va dire, à faire le pas, quoi, à sauter le pas. Alors le club, c'est parce qu'à la base, je m'intéressais pas spécialement aux arts martiaux. Ce qui m'intéressait, c'était la cuisine végétarienne. Donc je cherchais des trucs sur la cuisine végétarienne japonaise. Et puis je suis tombé sur un article que tu avais écrit sur le sujet. Et puis je me suis intéressé à ton personnage et ce que tu proposais. Et puis j'ai senti intimement que je devais venir. Ça, donc on s'est rencontrés il y a 3-4 ans, je pense. Et puis je faisais un petit stage de temps en temps. Mais cette année, je sentais que j'en avais marre de ma vie telle qu'elle était. J'avais besoin d'un changement d'orientation. Alors moi, ma personnalité, c'est le rat de bibliothèque. Je me sens bien loin des autres, loin des gens en général, entouré de bouquins. Et là, j'ai envie de revenir dans la réalité. Et donc, un séjour long, et avec ce que tu proposes du point de vue culturel, ça me semblait bien aussi pour pas que j'ai le cerveau qui s'encrasse. Et au final, c'est une révélation sur tout ce que tu as à transmettre du point de vue culturel, du point de vue pratique. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Alors moi déjà je vais revenir sur l'article, je vois de quel article tu parles, c'est un article qui avait été repris par un site féminin, je me souviens, site féminin féministe sur la santé, à savoir que si tu cherches la cuisine végétarienne ou bien si tu cherches végétarisme ou santé par les aliments ou tisane, tu auras 99%, ce sera des sites féminins pour les femmes, avec des noms genre, je sais pas moi, tisane et il y en a un qui s'appelle comme ça, toi, tisane et smoothie ou donc oui, je crois très bien. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont été chercher ça, mais ils ont réussi à trouver cet article-là qui disait les ninjas étaient végétariens. Ainsi, cet article aussi avait été repris par un site de BioVie canadien, québécois, qui m'avait demandé l'autorisation d'utiliser. C'est des gens qui vendaient des machines pour faire la relaxation, des kits pour les lavements, des bains Salmanov. Enfin, tu vois, ils avaient tout un truc sur la santé naturelle, on va dire. Et ils avaient utilisé ça. Et j'étais étonné quand je faisais des recherches, je tombais sur des sites qui n'étaient pas le mien, puisqu'il y avait toujours 2-3 couillons qui essayaient à chaque fois de signaler mes sites, même des pages où il y avait des enfants qui faisaient des combats avec des épées en frites de piscine. Et ces pages se retrouvaient bloquées sur Internet, comme quoi il y en a qui ont le bras long dans l'horloge, tu vois, c'est pour te dire. Donc oui, je me souviens de cet article, c'est un des premiers articles que j'avais fait pour répondre justement à un site, parce que moi je ne m'intéressais pas du tout ça dans le virtuel, deux jeux de Grenoble, je crois, où quelqu'un disait, parlait de nutrition ninja, et qui ne connaissaient rien du tout, là, et je leur dis, mais il y a des densho qui existent sur la nutrition ninja, il y en a plein, Atsumi Sensei, votre professeur en parle, et Atsumi Sensei écrit ça sur Ilma Ninja, ça sur Ninja Submission, ça sur Togaku Ryo Nippota Jutsu, ça sur... Donc je citais simplement des trucs qu'ils auraient dû connaître, mais c'est un article qui a remué, mais dans le mauvais sens du terme, parce que je me suis fait complètement éjecter du Bujinkan France quand j'ai dit que
Les ninjas n'étaient pas des alcoolos, fumeurs, bouffaient pas de hamburgers, n'étaient pas obèses. Que si tu montes sur un toit pour courir, eh ben, tu vas casser les tuiles. Tu peux pas grimper dans un arbre sans faire craquer les branches. Enfin, c'est la réalité. Je crois que le poids de la réalité, l'avantage dans ce que tu viens de dire, c'est que tu étais dans le virtuel et l'étude et tu as voulu savoir quelle était la réalité, quelle était la vérité et comment utiliser ces choses-là dans le monde réel. Et ça, c'est ce qui manque, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui manque aux générations modernes. Non. Ben, moi, au départ, je pensais que c'était pas fait pour moi, les arts martiaux, parce que j'imaginais le sport de combat. Ou alors le close sport combat qu'on voit dans les films ou dans des présentations sur Internet. Je disais, il faut de la force physique. J'étais gros, mais j'avais pas de force physique. Je me disais, ouais, c'est très éloigné de ce que je suis en tant qu'être humain. Et au final, non, il y a tout un truc à capter au niveau de la finesse, de la perception de l'autre. Et ça, je me suis dit, ah ouais, ça me correspond, c'est fait pour moi. Ben, tu sais, il y a un truc très simple, je crois que c'est hier, on en a parlé. Moi, j'étais dans des colonies de vacances, qui étaient des camps militaires, qui étaient tenus d'ailleurs par des moniteurs commandos, et ce qu'on appelle des camps de marche. Tu vois, voilà, c'est-à-dire les militaires envoyaient leurs enfants dans des camps de marche. On était tout le temps dans les montagnes, que ce soit dans les Pyrénées ou le toit du monde, j'ai perdu le nom, mais on marchait constamment dans les montagnes et tout, c'était pour les respirations, c'était pour nous permettre d'aller mieux, c'était tenu par l'Action sociale des armées, ce qui s'appelle l'ASA, et c'est vrai que, comment dire, on était constamment en groupe. C'est comme une colonie de vacances, mais c'est un camp militaire, c'est-à-dire on a tous des gosses, qui sont tous des gosses de militaires, donc qui sont élevés... dans les années 50-60, très carré. On est pratiquement juste après l'Algérie et l'Indochine. Donc c'est assez dur, quoi. Et quand tu es dans un groupe, dans tout groupe, que ce soit les poissons, voire les insectes, les oiseaux et les mammifères, il y a un leader qui va se détacher, c'est-à-dire un mâle alpha. Il va y avoir un ou deux mâles alpha qui vont être les sous-dominants, tu vois, qui vont être là, et il va y avoir les autres, les dominés et les sous-dominés, etc. Et ça, à chaque fois, c'est ça. Et moi, j'étais tout petit, tout maigre et tout ça, il fallait que je montre que je pouvais être, peut-être pas le mâle alpha, parce que j'étais tout petit, tout maigre, mais je lançais des défis. Du genre à celui qui monte le plus haut sur la branche et qui saute le plus... Il y a eu des accidents. Mais je lançais des défis. À courir, je sais pas moi, on prenait les grenouilles, on mettait les grenouilles dans la bouche. Tu vois, des trucs de gosse quand t'as 8 ans, 9 ans, 10 ans, quoi, tu vois. Je veux dire, un gosse à 9 ans, 10 ans, tu fais des conneries, pas possible. Et voilà, on allait sur les hôpitaux qui étaient en chantier, puis on marchait sur les toits, enfin sur les poutres, on faisait des trucs pas possibles. Et après, dans les coups de vacances, je commençais à être connu. Enfin, colonies de vacances, je commençais à être connu, et puis je revoyais des gens qui me connaissaient, et puis disaient aux autres, oh, c'est Bernard, Tu vois, c'était déjà... j'avais fait ma réputation. Et t'es obligé, toi, vivre en groupe, et de savoir qui peut prendre le rôle du mâle alpha. Sinon, t'es bizuté du début à la fin, quoi, toi. Et c'est vrai que dans la vie réelle... Comprends ? Dans la vie réelle, quand tu es élevé entre hommes avec des hommes entre garçons, évidemment, ça se passe comme ça. Maintenant, la destruction de la famille, comme j'ai dit, des années 80, qui font que tu te retrouves avec de plus en plus d'enfants qui ont été élevés par leur mère, qui ont été dans l'éducation nationale, où il y a 80% de postes faits par des femmes et des hommes plus ou moins féminins, tu te retrouves que ces gamins n'ont pas de modèle de père. Donc leur histoire de mâle alpha, tu vois, ils sont dans leur chambre avec leurs jeux vidéo, parce que ça rassure maman qui reste enfermée dans la chambre, alors que papa aurait dit, allez, on va jouer au basket dehors, on va courir, on va faire un truc dans la montagne, on va faire du vélo. Non, maman, tu bouges pas, tu te mets là, comment dire. Voilà, c'est pour les rassurer. Maintenant, en plus, on leur file un téléphone portable pour savoir à 24 heures sur 24 où ils sont. Donc, jeux vidéo plus téléphone portable, plus jeux vidéo dans le téléphone portable, etc. Ça fait des gens qui sont élevés par leur mère et qui n'ont pas eu de modèle masculin, si ce n'est dans les films.
Ouais. Tu comprends? Et dans les films, les mecs, c'est tous des méga musclés, c'est tous des gens, tu vois? Ou bien, parfois, bah non, c'est exactement le contraire. Quand ils lisent des mangas, par exemple, où c'est des mecs complètement efféminés, qui n'ont aucune forme, avec des nanas super, super sexuées, mais souvent des mecs, tu sais pas si c'est des mecs ou des nanas, quoi. Et donc, casser le modèle de la famille cassé, pas de modèle masculin, complètement isolé, complètement et donc, ils préfèrent le virtuel à la réalité. Bah, là, ce qui était très bien, c'est qu'on était plusieurs à ta Oui, formation. Et là, on voit qu'il y a l'émulation du groupe. Bah, la compétition, on voit ça un petit peu comme quelque chose de mauvais actuellement. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand on est entre hommes, le fait de voir quelqu'un de plus fort que nous, ça nous donne envie de nous dépasser, d'être meilleur. Il y a là une compétition saine. bien sûr, bien sûr. La rivalité, je trouve ça plutôt positif entre hommes. Bah, la rivalité et la compétition saine, c'est un petit peu, ça va te faire sécréter la testostérone Ouais. et tu vas avoir cette hormone d'agressivité, c'est-à-dire de passage à l'acte, de mise en action, de créativité. Tout ça, c'est la testostérone. Quand tu prends un gamin qui est tout seul en train de jouer dans des jeux vidéo, suivre des programmes qui sont déjà faits pour lui, avoir pratiquement pas de liberté dans les choix de ce qu'il fait, il est libre dans un contexte, un cadre bien défini. À partir de là, le gamin, il s'enferme et il a du mal à vivre avec les lois de la réalité, quoi. Ouais. D'où toutes ces bagarres que tu vois. Quand dans un pays, on t'emmène. Hein, c'est le principe avec les nanas. Hein. Les nanas ne sont pas attirées par des gens qui sont sous testorénés. Hein. Ils sont attirés par des gens qui ont cette agressivité, cette testostérone. D'où leur attrait pour les migrants dont parlait l'observateur et je crois que c'est Thaïs, je crois qu'il s'appelle, qui disait que les femmes françaises sont attirées par les migrants parce que les hommes français sont complètement féminisés, quoi. Et donc, elle préfère les bad boys. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de bad boys, si ce n'est des bad boys extra-européens. Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu cette cassure que nous, on a eu dans les années 80. Parce que maintenant, je parle des années 80, mais ceux des années 80, ils ont quoi? Ils ont 40 ans, là, maintenant. Donc, ils ont des enfants, déjà, peut-être. Ils ont des enfants qui sont certainement aussi... pire qu'eux, quoi. Pire qu'eux. Mais moi, je trouve ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu proposes, c'est les arts martiaux en groupe. Parce que on va pas au champ de bataille tout seul. Et donc, on fait une reconstitution d'arts martiaux japonais ou de la gladiature. On n'est pas tout seul. Et là, tu es obligé de faire attention à ton partenaire. Bien sûr. Et là, tu vois que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu n'es pas tout seul. Et ça, je trouve ça extraordinaire du point de vue pédagogique et aussi de remise en contact avec la réalité. La réalité du combat, c'est toujours un combat de groupe. Ouais. Regarde la guerre en Ukraine en ce moment, il n'y a personne qui part tout seul avec son fusil jouer les Rambo. Non. Ça n'existe pas. C'est un stick, ce qu'on appelle un stick, c'est à peu près 12 bonhommes, et un groupe commando. Devant, tu as celui qui a les lunettes infrarouges, derrière le mec il a le fusil, on va dire longue portée, il y a un autre groupe qui arrive, qui est un groupe d'appui avec des armes... à répétition, tu vois, des fusils mitrailleurs, des machins comme ça. Maintenant, il y a les drones, enfin, il y a tout ça, mais c'est jamais une personne. C'est jamais une personne, contrairement à ce qu'on a vu dans les films. C'est ce que j'expliquais pendant un moment. Avant, dans les années 60-70, tu avais surtout des groupes. Hein, c'était le film R, tu vois, les films, c'était souvent des groupes qui étaient là. Et tout d'un coup, les années 80 arrivent, c'est Rambo, c'est Schwarzenegger, c'est Rocky, c'est la personne. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on commence à donner des primes aux filles, enfin la pilule, les filles qui viennent chercher la pilule, qui ont 14-15 ans, à la PMI, on leur dit non, tu serais mieux que d'être mère célibataire, tu auras un SMIC pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Et à partir de là, on casse la famille et on propose justement un modèle... on casse le groupe, quoi. On casse la famille qui est un groupe en lui-même. Regarde, plus personne ne vit avec ses parents, ses grands-parents à la maison, tu vois, dans un petit village comme ça se faisait avant. Personne ne sait se débrouiller tout seul, quoi. Personne ne sait tout le monde a besoin, c'est ça qui me fait peur, hein. Tout le monde a besoin d'électronique, tout le monde a quelqu'un de faire quelque chose. Attends, je vais chercher un tuto sur Internet. Le jour où il n'y a plus d'électricité... Comment tu fais pour mettre une rustine sur ton pneu, sur ta chambre à air, si tu ne sais pas le faire? Ouais, c'est ça, il y a une perte de transmission. Quelque part, il n'y a plus de solidarité entre
ceux qui sont morts et ceux qui sont à naître à travers les générations. Par exemple, le grand-père qui explique, je sais pas, moi, les histoires d'insectes à son petit enfant, ou... Ce que je parlais, le grand-père expliquait Ouais. comment démonter une roue de vélo, comment mettre une rustine, etc. Maintenant, tu vas sur des sites internet, il y a des gens qui disent comment on fait pour mettre... mon vélo est crevé, qu'est-ce que je fais? Les gens ne savent même pas utiliser une pompe à vélo, quoi, tu vois. Ouais. On en arrive là. Donc, c'est ces petits stages. C'est pour ça que tu parlais des vidéos là tout à l'heure qu'il y avait sur Internet. Et c'est vrai qu'en fin de compte, on voit beaucoup les gens qui font des vidéos Ouais. tout seuls ou avec un partenaire pour faire un petit clip vidéo de quelques secondes. Tu vois, du genre, je vais te montrer comment on fait une self-défense, tout ça. Alors, ça va si c'est des gens qui vraiment ont une expérience, mais malheureusement, c'est des gens qui copient des scènes de cinéma, quoi. Ouais. Et de plus en plus comme ça, et ça devient n'importe quoi, je veux dire, parce que c'est... si tu veux, moi, de mon temps, d'ailleurs, quand j'ai passé mon brevet d'État au départ en 89, ma première partie, tu n'avais pas le droit. T'avais pas le droit d'enseigner un geste technique sans être brevet d'État. Ouais. Que tu sois payé ou pas, dès le moment où tu enseignes un geste technique, tu vas dans une salle de muscu, tu expliques à quelqu'un comment faire les biceps, si le mec se blesse, tu es responsable. Il faut que tu aies un brevet d'État. Alors le mec sur un site internet, sur Google par exemple, il envoie une vidéo où il fait n'importe quoi, genre une casse truquée, tu vois, ou et ben là, tu t'imagines les dégâts que ça peut faire. Hein. Oui, ce qui me gêne sur ce genre de vidéo, c'est que j'ai l'impression que les gens savent plus différencier ce qui est de l'ordre de la bagarre entre mâles qui veulent montrer qu'ils ont la plus grosse, et puis ce qui est une situation de self-défense. C'est pas pareil. D'ailleurs, on ferme les poings dans une bagarre. Quand on est dans une situation de self-défense, on ferme pas les poings. Ça, c'est un truc que j'ai retenu et je pense que c'est vraiment ancré maintenant. Alors, on avait parlé, je crois que c'est il y a quelques jours, où je disais, durant la formation, que ce que tu vois dans les films actuellement, c'est tout ce qu'il y a dans le cinéma. C'est-à-dire, et le cinéma, pardon, ce que tu vois dans les films, ce que tu vois dans certains clips dont je te parle, où les gens ils font leurs petits clips vidéo avec des techniques qu'ils ont vues dans le cinéma, sauf que les techniques qui sont dans le cinéma, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace en capoeira, en jiu-jitsu, en karaté, je sais pas moi, en penchak ou en judo, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Parce que tu as une caméra et tu dois être esthétique. Ouais. Tu dois être spectaculaire. Il n'y a pas une couille qui dépasse, il n'y a pas une mèche qui dépasse. Tu vois, il faut que ça soit esthétique, pas réaliste. Il faut que ça soit esthétique. Le mec, il baffe pas, il n'y a pas un nez qui saigne. Tu vois. Bon, c'est vraiment des coups de pied. Tu vois. Le héros, quand il saigne, c'est vraiment... Tu vois, j'ai vu des bagarres, les mecs, ils avaient des sales tronches après. Hein. Mais bon, je sais pas si c'est encore les bagarres de balles, hein, parce que maintenant tout le monde filme, tout le monde porte plainte et tout ça. Toi. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que tu vois dans les films, c'est l'inverse de ce qu'il y a dans mes stages. Moi, dans mes stages, je cherche ce qu'il y a de plus efficace en tous les arts martiaux que j'ai pratiqués au moins 10 ans. C'est-à-dire le karaté, la boxe américaine, le ninjutsu datsumi, la capoeira, le systema, le taekwondo, j'en ai pas fait 10 ans, mais voilà, donc en gros, ce qu'il y a de plus efficace, y compris les techniques qu'on peut faire en gladiature ou en combat antique, tout ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui est plus spectaculaire, je le garde pour faire des spectacles à la rigueur, quoi, tu vois. Mais ce que tu vois dans les films, c'est l'inverse. Parce que c'est impossible de te dire, le gars, il arrive comme ça, et l'autre, il arrive, il lui plonge un couteau sous la clavicule, et c'est terminé. Bah, dans la réalité, ce sera comme ça. Ouais. Sauf que le gars, il n'arrivera pas en courant avec un couteau pour lui plonger, il va lui faire un sourire, il va le regarder, stock, il va lui plonger le couteau comme ça pendant que l'autre ne se méfie pas. Ça, c'est important, la psychologie dans le combat. Voilà, donc c'est surtout ça qui est très important. Donc, tu es arrivé avec quel poids de corps quand tu es arrivé? J'étais aux alentours de 84-85 kilos. 85 kilos. Là, je suis à 57. J'ai un petit peu remonté avec la musculation, donc je dois être à 59, peut-être 60 kilos grand max, quand j'ai bien mangé. Oui, ben c'est normal, la musculation, ça compacte les muscles. Parce que dans le programme que je fais, il y a un suivi musculaire. Et c'est très bien. Moi, je suis l'entraînement en même temps. C'est pareil, j'ai pris des kilos en muscles. Hein, et c'est assez intéressant
de voir que n'importe quel sportif de haut niveau, n'importe quelle personne qui fait des arts martiaux a besoin de se renforcer, quel que soit son âge, toi. Donc, je donne des programmes de musculation et je suis l'entraînement et je coach les gens qui s'entraînent avec moi, quoi. Donc, tu as perdu une trentaine de kilos, tu en as pris, après tu en as repris en muscle. Ouais, 2-3. Voilà. Point de vue mental, point de vue capacité physique. En capacité physique, je sais faire une roue, je sais faire un saut périlleux avant. Ouais. Je savais. Si je pouvais m'asseoir, c'était déjà pas mal. Oui, 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 oui. Je me souviens quand on marchait, oui, pas les jambes qui partaient dans le bon sens, pas les deux jambes qui partaient dans le bon sens. Ça, c'est une question de coordination, hein. Donc c'est ce que je t'avais dit tout à fait au début, c'est que quand tu fais la muscu, je ne parle pas du bodybuilding, hein, je parle du renforcement musculaire, hein, PPRM, on travaille en symétrie avec les deux muscles et ça arrive bien à symétriser les tensions musculaires, ce qui fait que voilà, maintenant tu es beaucoup plus symétrique qu'avant, il n'y a pas photo, quoi. Et puis tu m'avais donné le ramin. Je m'attendais pas à ce que tu me donnes. Oui, 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 oui. C'est pas mal aussi. Ah ouais, travailler. Alors ça, c'est vraiment très, très spécial pour arriver à bien latéraliser le cerveau. Le test ramin, ouais, magnifique. Ouais, je m'attendais pas à trouver ça dans la formation. Et au final, une petite surprise de plus. Mais c'est-à-dire que moi, je dis, les gens, ils restent pour un an, quoi. Donc il faut que je donne tout pour un an. Et comme on fait que ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme si on avait un boulot à côté, quoi, toi. On fait que ça. On s'entraîne, on médite, on se fait du stretching, on fait de la marche, on fait la diététique, on travaille tous les techniques de combat possibles imaginables. Après, il y a les formations avec les recherches et tout ça, quoi. Donc, si je trouve les yayama, les tibétains, le zazen, je sais pas moi, la gymnastique chongli, tout est possible. Il est ramin, tout ça, c'est des choses qui nous permettent d'accélérer cette harmonisation du corps, quoi, toi. C'est la transformation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation. C'est la chenille qui devient un papillon. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé. Moi, comme je te disais, j'étais asthmatique. On m'avait interdit de faire du sport à l'école. J'ai fait le contraire de ce que les médecins m'ont dit. Et voilà, je suis encore en vie, quoi. Si je les avais écoutés, je pense que je serais mort, quoi. Ouais, pour continuer sur le mental, je pense que je suis quand même vachement beaucoup mieux qu'avant. Je suis en paix, quelque part. Il y a la méditation, oui, puis c'est le fait d'être mieux dans son corps. Ça calme le mental directement. À un moment, le corps, il ment pas. Soit ça va pas et tu sais pas faire ce qu'il y a à faire, soit tu t'abandonnes à l'action, à ce qui est, et les choses se font naturellement. Après, pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est quand je vois dans l'état, on va dire, dans lequel tu es arrivé, et quand on voit des stagiaires qui arrivent, qui apparemment n'ont aucun problème, et qui n'arrivent pas à faire une technique basique, simple, et toi, tu arrives, hop, ça y est, c'est fait. Et ça, pour moi, c'est super important, quoi. Ça, c'est très important. Pour montrer que non seulement tu as réussi à transformer ton corps et ton mental, mais en plus tu as acquis une capacité à t'adapter, à être plus résilient, plus souple, plus détaché. Maintenant, on est dans le peaufinement, quoi. Il reste 6 mois de formation. Mais sur les 6 mois, à peu près, non, un peu plus 6 mois, il va falloir justement aller sur il faudra peaufiner, parce que ça va beaucoup plus vite que ce que je croyais, quoi. Je veux dire, tu as fait beaucoup plus de progrès que je croyais, et beaucoup plus rapidement, là. Qu'est-ce que tu vas sortir? Je sais pas, quoi. Schwarzenegger, quoi. Rambo. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment superbe, franchement. Déjà, pour la muscu, pour la capacité, Avant, tu n'arrivais pas à faire une roulade. Tu étais incapable de faire une roulade. Tu allais au sol, tu posais la main, tu regardais à droite, à gauche, tu ne faisais pas la roulade. Maintenant, tu fais la roulade sur du dur. Et sans que je te le demande. Tu vois, alors qu'avant, c'était un supplice pour toi. Maintenant, tu ressens le besoin de te mettre au défi, pratiquement, j'ai l'impression. Tu n'as plus de limite, là. Non. C'est ça qui est bien. Pour prendre l'exemple de la musculation, c'était une contrainte. Maintenant, c'est plutôt un plaisir. Attends, excuse-moi, je te coupe, parce que hier, je le coach là pour faire une série, c'était des séries pratiquement de 100 répétitions, avec des trucs très très lourds. Je le mets sur la machine à jambes, je mets 100 kilos
sur l'extension de jambe, l'ex extension, et je me dis, voilà, alors je lui dis, tu pourras pas le soulever, mais tu bloques. Et bien, il a soulevé quand même. C'est-à-dire qu'il y a 100 kilos, quoi. Il arrivait quand même à faire quand même des répétitions à 100 kilos. Alors qu'il fait, il fait pas 70 kilos, quoi. Non, je fais 59 kilos. 59, bon, attends. Voilà. 60 quand j'ai mangé. Voilà, et il fait des extensions à 100 kilos, alors qu'au début, tu n'en faisais même pas 30. Non, c'est ça. Ma répétition max sur la plupart des exercices, c'était 30 kilos. Ah ouais. Ah, je le vois travailler les épaules presque à 40-50 kilos, les pecs à 50 kilos. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et moi, j'étais énormément surpris. Mais ça prouve ce que moi, j'avais montré, c'est qu'on peut prendre énormément de force sans prendre vraiment beaucoup de volume. On prend de la force du muscle sec. On ne cherche pas à faire de la flotte. Et ça, c'est un truc que moi, je faisais beaucoup. Je surprenais tout le monde. J'arrivais, je me mettais sur le banc, soulevais à 70 kg pour m'échauffer. J'avais toujours une barre qui était à 120 kg pour faire des soulevés de terre après ma journée de marche avec les copains en ville. C'était ma façon, voilà, de me délasser quand j'arrivais chez moi, quoi. Prendre des poids très très lourds. Et ils me regardaient, ils me disaient, mais on dirait que t'as rien, quoi. Les écartés, comme à toi, j'ai encore fait les écartés à 30 kg dans chaque main, à 66 ans. Comme je dis, ça fait 66 livres, c'est mon âge. Je soulève mon âge en livres. Voilà, quoi. Et c'est des trucs que je trouve intéressants de retravailler cette force sans chercher à devenir monstrueux, quoi. Bah oui, on peut continuer là-dessus. Par exemple, tu donnes beaucoup de conseils alimentaires et c'est pas ce que les gens s'attendent à recevoir. Par exemple, ça fait 50 ans que tu es végétarien? Au plus, non, plus maintenant. Ça doit faire 52, 53 ans que j'ai pas mangé de viande. Et puis, on voit ta force, et puis on voit le résultat aussi sur moi. Oui, en plus. Ouais. Mais t'es arrivé, t'étais déjà végétarien. Ouais. Puis, mais là, c'était pour la prise de force musculaire. Et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas besoin de prendre... il n'y a pas besoin de protéines, pas de manière excessive. Et puis... On peut pas dire qu'on se prive non plus. Ouais. Je mettrai la photo, là. On va pas se priver non plus. Ok, donc je mettrai un max de photos. Vous verrez la transformation de notre ami Yannick, qui est venu faire la formation. Donc la formation, comme on appelle comme à l'armée, la formation toutes armes. Ouais. C'est-à-dire on apprend tous les arts martiaux que j'ai pratiqués depuis un demi-siècle, et avec un travail sur tout ce qui est travail des énergies internes, un travail sur le PPRM, préparation physique, renforcement musculaire, diététique. C'est le truc le plus complet, parce que j'ai dit, quand je faisais les compétitions, j'ai jamais perdu un seul combat, parce que justement, je m'entraînais plus que les autres, et pour moi, l'entraînement, c'était tous les jours du stretching, de la méditation, du footing, de la diététique, tu vois. Et je répétais mes combats, je faisais du shadow, je travaillais très très lourd sur des poids. Et c'était ça qui m'a fait que j'ai gagné. Quand j'ai coaché mon équipe de sambo et qu'on a été 2 fois champion de France, c'est pareil. C'était des gens que je faisais travailler beaucoup en travaillant avec les haltères, etc. Voilà, c'est très, très important. C'est un tout. C'est un tout. Il n'y a pas de spécificité spéciale. Quand tu pars dans le combat de la vie, il faut pas que tu aies de point faible. Voilà. Si tu as un point faible, c'est foutu. C'est comme les gens qui ne savent pas s'arrêter de manger une journée. Voilà, ça c'est un problème, quoi. Quand tu voyages, c'est un gros problème, quoi. Tu te dis, mon Dieu, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Je peux prendre l'avion 18 heures sans manger, sans boire. Évidemment, les hôtesses, elles vont t'emmerder. Hein. Ah, il faut manger, tu vois. Mais sinon, tu manges pas, tu bois pas, puis voilà. Comme ça, tu n'as pas de décalage horaire, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi. Tu bouges pas. Tu n'as pas besoin de brûler des calories. Tu ne brûles pas de calories, donc voilà, tu ne te recharges pas. Voilà, donc je mettrai les dates des stages de cet été. On a 3 stages en juillet. J'ai pas encore l'affiche des mois d'août, j'ai pas encore donné les dates des mois d'août, mais en général, je pense que les 3 premières semaines d'août, je vais faire un stage, les 3 premiers week-ends, c'est-à-dire ce sera des stages du vendredi au lundi, donc en plein milieu des week-ends, voilà.
Et après, je garde un ou deux week-ends pour préparer la rentrée en septembre. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, nous, on n'a pas fini. Hein. Non. Là, il reste le cours. Hein. Ok, à bientôt. Ok. Ça, j'avais les trucs, Alors, serre-toi à côté de bien. Déjà au départ, il ne faut pas que tu arrives comme ça. C'est pareil, c'est un ninja shih tzu. 1, 2. Une fois que je suis là, je déséquilibre le sens en avant et j'inspire en reculant. D'accord? C'est pas compliqué, c'est simplement un travail de mouvement par rapport à des axes. Et jamais en forçant. Encore une fois, vous le retrouvez dans tous les textes que je vous ai lus d'arts martiaux et dans les textes.